Commencer notre audition en vous remerciant d'avoir répondu à notre invitation de cette mission d'information qui est conduite au niveau de la Commission des affaires économiques à la demande du président du Sénat sur la crise du logement, bien sûr le constat, mais surtout quelles sont les réponses qu'on peut y apporter, qu'elles soient conjoncturelles, structurelles. Et puis nous souhaiterions aussi, au vu des auditions que nous avons conduites et que nous conduirons jusque grosso modo à la mi-mars, peut-être être force de proposition sur des propositions qui sont peut-être un peu plus innovantes, voire disruptives, pour apporter des solutions à cette crise du logement qui est une crise particulièrement grave. Donc nous avons commencé nos auditions à la mi-décembre et nous pensons terminer pour rendre notre rapport à la mi-mars. Et en fonction ensuite de la présentation du rapport en commission, soit on déclinera une partie des propositions dans une proposition de loi, soit initialement on avait pensé aussi peut-être intégrer certaines des propositions dans le grand projet de loi logement que nous annonçait l'ex-ministre, alors je ne sais pas si je dis l'ex-futur ministre, mais en tout cas l'ex-ministre du logement, qui était annoncé pour le mois d'avril 2024. Pour autant, on pense qu'aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de ministre du logement et quand bien même il serait renommé, nous l'espérons en tout cas à la fin de la semaine prochaine, ça semble difficile le calendrier qui était initialement prévu par rapport à ce grand véhicule législatif sur le logement. Donc nous conduisons cette mission à trois rapporteurs de façon transpartisane. Amel Gacquerre qui est donc sénatrice du Pas-de-Calais pour le groupe centriste, Viviane Artigalas qui est sénatrice des Hautes-Pyrénées pour le groupe socialiste et moi-même sénatrice des Alpes-Maritimes pour le groupe Les Républicains et on est accompagné de notre administrateur Mathieu Messonnier. Donc nous sommes heureuses aujourd'hui de vous accueillir. Vous êtes deux chercheurs, deux éminents chercheurs. L'un, Jacques Frigit, et depuis de nombreuses années, vous êtes renommé pour vos travaux historiques sur les prix du logement. Et vous, Monsieur François Rochon, vous avez présenté votre thèse il y a peu d'années. Donc votre dernier livre, qui est paru l'an passé, qualifiait la politique du logement de politique impossible. J'espère que vous nous permettrez de surmonter cette affirmation. Au regard de vos travaux respectifs, je souhaite que vous puissiez nous présenter votre analyse de la crise ou des crises du logement dans le sens où plusieurs phénomènes s'entremêlent. Aidez-nous à ne pas être myopes en ne voyant que l'actualité d'aujourd'hui, mais en allant chercher plus loin les causes des difficultés que nous rencontrons. J'ai pu lire que la crise de l'hiver 1954 prenait ses racines dans l'insuffisance de construction dans l'entre-deux-guerres et le blocage des loyers décidé en 1914. Ce que nous vivons en 2024 ne prend-il pas ses racines au-delà même de la crise que nous avons déjà vécue en 2008 ? Notre objectif est également, je vous l'ai dit, de formuler des propositions pour apporter des solutions structurelles. Nous avons l'intuition que le logement pourrait être arrivé au bout d'un cycle économique, mais aussi d'un cycle idéologique. Ce qui est peut-être la dernière réforme conceptuelle, celle voulue par Raymond Barre en 1977, à presque aujourd'hui 50 ans. Les aides fiscales à l'investissement locatif sont pratiquées depuis 40 ans. N'y a-t-il pas besoin, non pas d'un nouveau réglage des outils existants, mais plutôt d'une refondation ? Il me semble enfin que cette nouvelle politique du logement doit s'appuyer sur plus que des slogans rebattus ou des punchlines auxquels nous sommes malheureusement trop habitués de plateaux télé, tels que sevrer le logement de la drogue fiscale ou encore une surdépense publique pour une inefficacité collective et encore les dodus dormants qui justifient une gestion qui est strictement comptable et budgétaire, mais qui ne propose aucune vision. Avant de vous laisser la parole pour que nous vous interrogions, je vous indique que cette audition est diffusée en vidéo sur le site internet du Sénat et sur les réseaux sociaux. Voilà, d'ores et déjà, je vous laisse la parole. Je vous remercie de vos interventions respectives et après, je ne doute pas que nous aurons un certain nombre de questions à vous poser. Je ne sais pas lequel des deux d'entre vous souhaite commencer. Monsieur Frigit. C'est à vous. Mettez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est parfait. Je vous remercie. Donc nous nous sommes entendus avec M. Rochon. Je commence.
un quart d'heure de présentation, un quart d'heure de questions-réponses, puis ensuite il prend le relais. Donc je vais vous parler de mon sujet fétiche, je vais vous parler du prix des logements sur longue période, mais je crois que c'est très lié à votre sujet, car je pense que l'origine de la contraction des volumes à laquelle on assiste actuellement réside dans des événements survenus il y a 20 ans. Bien. La diapo suivante, s'il vous plaît. Bien, alors tout d'abord, comme je vais vous parler du prix des logements, je voudrais faire deux préalables. Bon, la première chose, c'est que quand on parle de logement, il y a toujours deux prix. Il y a le prix du bien et le prix du service. Le prix du bien, c'est le prix de vente du logement, et le prix du service, c'est le loyer. Et il faut parler des deux. Vous allez voir que je vais vous parler beaucoup des loyers au début. Je vais commencer par les loyers. Bon, deuxièmement, on va beaucoup parler de croissance des prix. Quand on parle de croissance des prix, il faut bien distinguer deux choses. Il y a la croissance du prix moyen et puis il y a l'inflation du prix. Et c'est différent parce que, imaginons que les logements soient de plus en plus grands, eh bien on va voir le prix moyen qui va augmenter, alors même que le prix d'un logement de taille donnée reste constant. Donc quand on parle d'inflation, il faut défalquer de la croissance du prix moyen tout ce qu'on appelle les effets structure, donc c'est la taille, la qualité, la localisation. Et vous allez voir que ces effets sont considérables et que si on ne prend pas garde, on risque de tirer des conclusions complètement opposées de la même constatation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je commence par les loyers. Donc ici, vous avez l'indice des loyers à structure constante de l'INSEE. En gros, c'est la composante loyer de l'indice des prix à la consommation. Depuis 1965 et rapporté au revenu par ménage moyen du français moyen. C'est complètement horizontal. Il ne s'est rien passé. Pas d'envolée. Bon, donc c'est très sage. Et si on regarde un tout petit peu plus près, en fait, ça reste valable, par exemple, si on regarde le parc privé en agglomération parisienne. Les petites courbes sont presque toutes confondues. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, quand on entend ça, aussitôt, ça doit faire tilt quand on connaît un peu le logement, parce qu'on sait bien que le poids du loyer dans le revenu des locataires a doublé en 50 ans. Donc, est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Eh bien non, il n'y a pas contradiction. Simplement, on compare des choses différentes. Donc, à droite, vous avez le doublement du poids du loyer dans le revenu des locataires, puis à gauche, vous avez cette courbe horizontale. Donc, on ne compare pas des choses différentes, parce qu'à gauche, on a l'indice des loyers à qualité constante, et à droite, on a le loyer moyen, qui a augmenté beaucoup plus vite. Je vais vous montrer, je vais l'illustrer tout à l'heure, à cause des effets qualité. Et puis en bas, à gauche, on a le revenu moyen du français moyen, alors qu'à droite, on a le revenu moyen du locataire. Or, les locataires se sont paupérisés par rapport à la moyenne. Et ça, c'est un phénomène absolument structurant si on veut comprendre ce qui s'est passé les 50 dernières années. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc la courbe bleue, c'est la courbe qu'on vient de voir tout à l'heure, horizontale. Alors ce serait intéressant de discuter ce qui s'est passé dans les années 70. Un jour, un ministre m'a posé la question, je ne savais pas répondre. Hein, et depuis, j'ai appris la réponse. Bon, mais on n'en a pas le temps. Donc, cette courbe est pratiquement horizontale. La courbe rouge, c'est la paupérisation des locataires. Donc on voit qu'en gros, un locataire rapporté à la moyenne avait un revenu 50% plus élevé en 1970 qu'aujourd'hui. Donc si vous cherchez à vous loger dans une ville où le prix moyen des logements le revenu moyen est 3 000 €, eh bien, il y a 50 ans, le locataire moyen, il gagnait 3 000 € et aujourd'hui, il gagne 2 000 €. Et ce n'est pas du tout la même chose quand vous cherchez à vous loger avec 2 000 € qu'avec 3 000 €. Donc ça, c'est complètement structurant. Ensuite, en noir, vous avez les effets de structure. C'est le loyer moyen rapporté à l'indice des loyers. Et lui, il a doublé. Bon, presque. Et donc, quand vous combinez ces deux effets, il y a une forme d'effet de ciseau, hein, eh bien, vous trouvez que le poids du loyer dans le revenu des locataires a plus que doublé. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bon, alors, la paupérisation des locataires, généralement, bon, on en parle quand même, mais en général, on dira c'est parce qu'il y a eu de l'accession, donc il y a eu un effet d'écrémage. Les locataires à revenus élevés sont devenus propriétaires et restent plus que les autres. En fait, ça ne suffit absolument pas parce que dans le même temps où la proportion de propriétaires occupants a augmenté de 11% entre 1970 et 2020, la proportion de locataires est restée constante. Vous allez me dire où est passée la différence? Ce sont une troisième catégorie qu'on oublie généralement, sont les logés gratuitement, qui ont quasiment disparu. Voilà. Donc cette explication-là ne suffit pas. Bon. Et quand on analyse les explications, en fait, une explication très importante, c'est la paupérisation des jeunes, qui a été massive. Il y a eu beaucoup de travaux à ce sujet, notamment ces dernières années quand on a parlé des retraites. Hein, bon.
Et alors, cette paupérisation des locataires, elle est au cœur de la problématique budgétaire de la politique du logement, parce que la politique de logement, c'est une politique qui est ciblée sur les locataires. Aujourd'hui, 84% des fameux 40 milliards du logement vont aux locataires. Mais il y a 40 ans, c'était déjà une grosse majorité. Et donc, la politique de logement est ciblée sur une cible qui se paupérise. C'est une politique sociale ciblée sur une cible qui se paupérise. Donc, si vous voulez arriver au même niveau d'efficacité, je puis dire, ça coûte de plus en plus cher. Et à l'opposé, vous avez par exemple les politiques à l'égard des personnes âgées. À cause de la revalorisation considérable des retraites, il y avait 2 millions de bénéficiaires du minimum vieillesse en 1970. Il y a plus que 500 000 bénéficiaires de l'ASPA aujourd'hui. Voilà. Bon, diapo suivante, s'il vous plaît. Bien, maintenant, j'en arrive au prix des logements. Donc, sur cette diapo, vous retrouvez la courbe bleue, c'est les loyers, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Et vous voyez le prix des logements. Lui, il n'a pas évolué du tout de la même façon. Entre 1965 et 2000, il est resté à peu près constant par rapport au revenu moyen par ménage. Entre 2000 et 2007, en fait 2002 et 2007, ça s'est passé vraiment en 5 ans, il y a eu une explosion de 70%. Et depuis, c'est à peu près constant. On oscille. Par rapport au revenu par ménage. On a bien toujours le revenu par ménage au dénominateur. Bon. Alors la question, pourquoi? Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui explique cette envolée? Alors, il y a une explication qui est souvent avancée et qui ne tient pas. C'est l'explication par le rythme de construction. On n'aurait pas construit suffisamment de logements et ça expliquerait l'envolée de 70% du prix des logements par rapport au revenu. Pourquoi est-ce que ça ne tient pas? Pour 2 raisons. La première raison, tout le monde est d'accord pour dire que s'il y avait plus de logements, toutes choses égales par ailleurs, le prix serait plus bas. C'est la loi de l'offre et la demande. Toute la question, c'est de savoir de combien. Et là-dessus, il y a une bibliographie qui porte sur ce qu'on appelle l'élasticité du prix des logements par rapport à leur nombre. C'est la variation du prix des logements lorsque le nombre de logements augmente de 1%, toutes choses égales par ailleurs. Donc en France, il y a 40 millions de logements. Imaginons qu'il y en ait 400 000 de plus, il y a une production il y a 2 ans. De combien est-ce que le prix des logements serait plus bas? Il y a toute une bibliographie et qui concorde sur un ordre de grandeur de -1, -2. Autrement dit, 1% de logements en plus, ça fait 1 ou 2% de prix des logements en moins. Donc vous voyez qu'on ne peut absolument pas expliquer par un raisonnement de ce type-là le bond de 70% du prix des logements qu'on vient de voir sur la diapo précédente par rapport aux revenus. Bon, et la deuxième raison, c'est que si une inadéquation du rythme de construction avait causé l'envolée des prix, elle aurait dû avoir un effet sur les loyers. Alors certes, les loyers sont encadrés, mais le sont surtout en cours de bail ou au moment du renouvellement de bail. Les loyers à la relocation, en tout cas pendant la plus grande partie de la période que nous avons vue là, étaient quand même relativement libres. Ils n'ont été restreints que sur une partie du territoire. Or, nous avons vu que la courbe des loyers est complètement plate, complètement horizontale. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de rythme de la construction qui a causé l'envolée du prix des logements. Alors, qu'est-ce que c'est? Parfois, on entend dire que c'est la faute du prix des fonciers qui est trop cher. Alors, ici, c'est le problème de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est le prix du foncier qui entraîne le prix du logement ou est-ce que c'est le prix du logement qui entraîne le prix du foncier? Eh bien, ici, c'est le prix du logement qui entraîne le prix du foncier en vertu du compte à rebours. Compte à rebours, c'est quelque chose que les promoteurs savent très bien vous expliquer. Quand ils entendent dire qu'un terrain est à vendre, ils se rendent sur les lieux, ils regardent le prix des logements dans le voisinage, ils imaginent le logement qu'ils vont pouvoir construire, ça c'est leur métier pour qu'ils se vendent bien, ils déterminent le prix des logements neufs en fonction des prix des logements du voisinage, plus ou moins un certain prix compte tenu des caractéristiques du logement neuf. Bon. Ensuite, ils enlèvent tous leurs coûts, c'est ce qu'ils appellent le compte à rebours, et ce qui reste, c'est ce qu'ils sont prêts à payer pour le terrain. Moins une certaine marge de négociation, ils vont voir le vendeur, ils lui proposent ce prix. Et si le vendeur de terrain accepte, eh bien, il y a transaction, donc il y a prix de transaction. Autrement dit, c'est bien le prix des logements du voisinage qui détermine le prix des terrains. Alors ici, il y a une ambiguïté. C'est parce qu'en fait, quand les promoteurs nous parlent du prix des terrains, ils nous parlent souvent non pas du prix de transaction, de la transaction qui s'est passée le mois dernier, au cours de laquelle un promoteur a acheté un terrain qui lui permet de construire un logement sortant au prix permettant de vendre, mais ils parlent du prix que le vendeur est prêt à accepter et qui est élevé. Alors, donc, en fait, il y a un problème d'adéquation entre ce que les vendeurs sont prêts à accepter comme prix et ce que le promoteur peut payer pour sortir un logement compétitif compte tenu des capacités d'achat des ménages. Bon. Mais c'est bien, l'effet de causalité va bien du prix des logements au prix du foncier et pas l'inverse, sur les prix de transaction. Alors qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus qu'une chose qui soit à l'échelle du phénomène, c'est l'effet inflationniste d'environnement financier des 20 dernières années. Voilà. Donc il y a évidemment la baisse des taux d'intérêt, mais il y a aussi l'allongement de la durée des prêts, qui a été une catastrophe pour les ménages, je vais y revenir. Et puis la croissance de l'endettement des ménages,
une tolérance à l'égard de l'endettement des ménages. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour résumer les 35 dernières années, tout en haut, vous avez la courbe du prix des logements rapporté aux revenus par ménage. C'est celle que je viens de vous montrer à l'instant. On voit bien l'envolée entre 2002 et 2007, puis la stabilité. En rouge, en dessous, vous avez les taux d'intérêt. Donc, ils ont baissé, mais vous voyez quand même que la baisse des taux n'a pas coïncidé avec l'envolée du prix des logements. Les choses ne coïncident pas exactement dans le temps. Alors, en dessous, vous avez en rose une courbe que nous aimons bien. C'est la durée sur laquelle il faudrait emprunter pour acheter le même logement qui pouvait être acheté en empruntant sur 15 ans en 2000. Bon. Et on voit que cette durée, au tout début, entre 2000 et 2004, est restée compatible avec la durée constatée, qui est la courbe noire, et ensuite elle s'est envolée. Elle s'est envolée parce que l'envolée des prix était sans commune mesure avec la baisse des taux d'intérêt. Bon. Elle est même sortie du graphique. Et on voit d'ailleurs qu'en dessous, on a quelque chose qui n'est pas exactement le nombre de transactions de logements anciens, mais la vitesse de rotation. C'est-à-dire que c'est le nombre de transactions de logements anciens divisé par le nombre de logements du parc. En gros, c'est à peu près 3% par an. Ça veut dire que chaque année, 3% des logements à peu près en moyenne sont vendus, logements anciens. Mais ça oscille. Et donc ce qu'on voit, c'est quand la courbe rose explose, et bien évidemment, la courbe marron en dessous diminue, parce que les gens n'ont plus la capacité pour acheter les logements. Bon. Et alors ensuite, miracle, il y a eu une grande crise mondiale. Il y a eu une grande crise mondiale importée en France, qui n'était pas d'origine domestique en France, crise financière qui a fait que les autorités financières au sens large, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, mais aussi en France les autorités qui ont la tutelle, ont ouvert les vannes. Ont ouvert les vannes pour éviter un krach complet. Donc, à partir de ce moment-là, on voit que les taux d'intérêt ont continué à baisser. Et puis, il y a eu d'autres phénomènes qui ont augmenté la liquidité. Alors, la baisse des taux, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous voyez qu'il y a une exception entre 2005 et 2009, où les taux remontaient, les prix continuaient à exploser. Donc là, on savait que ça ne pouvait pas durer. Et nous pensions à l'époque qu'il y aurait un ajustement par les prix. Et en fait, il y a bien eu un ajustement, mais pas par les prix, c'est fait par les taux d'intérêt. Comme les taux d'intérêt ont été abaissés à un niveau très bas, les prix ont pu l'éviter, comme on le voit sur le graphique du haut. Voilà. Alors pourquoi est-ce que les prix ont tellement explosé entre 2002 et 2007 ? Bien, il y a probablement un contre-effet du krach des technologiques, krach boursier. Il faut savoir que les krachs boursiers sont généralement suivis par des envolées du prix du logement, par des bosses. Évidemment, ce n'est pas seulement des envolées. Ensuite, après l'envolée, il y a une rechute. Donc c'est une bosse. Ça n'a pas été le cas pour le krach de l'Union Générale à la fin du IXe siècle, mais c'était un cas très particulier. Ça a été le cas après 1927. Il y a eu une bosse du prix des logements à Paris au début des années 30. Ça a été le cas entre 87 et 90, après le krach boursier de 87. Ça a été le cas après le krach des technologiques. Et après le krach des subprimes, quand même, les prix ne pouvaient plus augmenter parce qu'ils étaient déjà très hauts, mais au moins ils ont l'évité. Ce krach a permis de l'éviter. Donc, il y a eu un effet de ce type-là qui est extrêmement difficile à mettre en évidence parce que mesurer la liquidité, c'est beaucoup plus compliqué que de mesurer les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, vous avez sur le site de la Banque de France, tout est clair. Les liquidités, c'est plus compliqué. Voilà. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette administration des taux d'intérêt, cette grande ouverture du crédit, eh bien, les prix seraient vraisemblablement retombés dès 2010. Et j'ai ajouté tout en bas en tout petit, et ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux du point de vue du logement. Parce qu'aujourd'hui, le ménage pourrait emprunter sur 15 ans pour acheter son logement, vraisemblablement. Vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, conclusion. La récente remontée des taux d'intérêt n'est pas une surprise. On savait bien que les taux administrés, ça ne pouvait pas durer éternellement. Les taux d'intérêt administrés, d'ailleurs, pour nous qui nous occupons de logement, ça ressemble beaucoup au loyer administré, puisque les taux d'intérêt, c'est le loyer de l'argent. Donc, je reviens à mon sujet. Donc, la récente remontée des taux d'intérêt n'est pas une surprise. Elle a interrompu l'effet inflationniste de l'environnement financier, en désolvabilisant les excédents et en réduisant la compétitivité du placement au logement, évidemment. Comme souvent en immobilier, les prix ne se sont pas ajustés immédiatement à la baisse, car une proportion élevée des vendeurs, environ la moitié pour les logements anciens et davantage pour les terrains à bâtir, ne sont pas pressés de vendre. Et beaucoup d'entre eux anticipent que les prix finiront par remonter. D'ailleurs, l'histoire leur a souvent donné raison, malheureusement. C'est pour ça que c'est un phénomène auto-renforçant. Et donc, ils préfèrent attendre. Dans le neuf, il y a un effet supplémentaire qui est la hausse des coûts de construction, d'où baisse des volumes.
et puis avec des effets d'entraînement sur quantité d'activités qui vivent, dont les recettes sont indexées sur les montants de transactions de logement. Donc il y a évidemment toutes les professions dont la rémunération est indexée sur les transactions. Il y a les départements qui perçoivent des droits de mutation, etc. Alors si on veut faire un tout petit peu de prospective, eh bien il faut faire une prospective sur l'environnement financier. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, en conclusion, des phénomènes peut-être trop souvent négligés, la grande modération de l'inflation des loyers, en tout cas la croissance à structure constante. Deuxièmement, la paupérisation des locataires, malédiction budgétaire de la politique du logement. A fortiori, si en plus on veut améliorer les conditions de logement, c'est ce qui s'est passé, la qualité de logement s'est beaucoup améliorée, il a fallu compenser à la fois la paupérisation des locataires et payer l'amélioration des logements. Bon. La faiblesse de l'élasticité du prix des logements par rapport à leur nombre. Si jamais quelqu'un que vous auditionnez vient vous dire que si les prix ont augmenté, c'est parce qu'on n'a pas assez construit, posez-lui la question, quelle est l'élasticité du prix des logements par rapport à leur nombre? Et écoutez sa réponse et faites-vous une opinion. Je vous ai joint dans le petit dossier une revue de bibliographie à ce sujet. Vous verrez que c'est très concordant. Il y a 2 références qui sont en dehors de la fourchette -1, -2, mais on sait pourquoi, et on sait pourquoi on ne les retient pas. Ensuite, le compte à rebours, c'est bien le prix du logement qui détermine le prix du foncier constructible et non l'inverse. Ensuite, pour la première fois, j'introduis le mot crise. Bon, parce qu'on pourrait pendant très longtemps discuter sur ce que c'est qu'une crise, s'il y a vraiment une nouvelle crise ou pas, etc. La principale crise pour moi, c'est qu'il y a 2-3 ans, le ménage pouvait acheter à peu près le même logement que ses parents avaient acheté en 2000, compte tenu, avec un revenu ayant cru comme le revenu moyen par ménage. Simplement, il fallait s'endetter sur 23 ans au lieu de 15 ans. Alors, dans la vie d'un ménage, ça n'a rien à voir. Quand vous êtes accédant à la propriété, généralement, vous avez entre 30 et 35 ans, vous avez des enfants en bas âge. Imaginons que votre fille ait 3 ans, que vous empruntez sur 15 ans. 15 ans plus tard, elle a 18 ans, vous allez pouvoir l'aider pendant ses études, puisque vous avez retrouvé une petite marge de manœuvre. Si vous empruntez sur 23 ans, c'est absolument impossible. Bon, puis le dernier, évidemment, l'effet inflationniste de l'environnement financier depuis 2000. Alors, j'ai rajouté 2 diapos à la fin, à la demande de votre administrateur, sur la fragilité des comparaisons internationales. C'est un sujet sur lequel j'ai commis un rapport il y a peu de temps. Je vous ai mis les coordonnées du rapport dans le petit dossier. Je vais vous donner 2 exemples. Première question, on va comparer les aides personnelles au logement en France et en Allemagne en pourcentage du PIB. Eh bien, si je vais à l'OCDE, on vous dit qu'en France, ça pèse 0,7% du PIB et 0,7% en Allemagne. Bon, donc c'est autant. En fait, c'est légèrement plus en Allemagne, d'après l'OCDE. Si vous allez chez Eurostat, on va vous dire qu'en France, c'est 0,9, en Allemagne, c'est 0,3. Donc ça pèse 3 fois plus en Allemagne. Bon, alors, dans ce domaine, nous avons la chance d'avoir une bonne étude fouillée, faite par un monsieur Schaeffer, qui a étudié à fond les aides personnelles au logement en Allemagne et qui nous laisse penser que c'est l'OCDE qui a probablement raison. Voilà. Alors évidemment, il y a des tas de problèmes de comptabilité. Qu'est-ce qu'on appelle une aide au logement? Dans les années 70, quand le prix du pétrole a augmenté, en France, on a augmenté les aides au logement. C'est la solution qu'on a prise pour compenser, pour les ménages à bas revenus, la hausse du prix. D'où le forfait de charge qui figure dans le barème des aides. Aujourd'hui, quand on est confronté à la même chose, on a créé un chèque énergie, qui évidemment ne rentre pas dans les aides personnelles au logement. Les Allemands, eux, ont choisi l'augmentation des aides personnelles au logement. Les Allemands, depuis le début des années 2000, depuis les accords Hartz, ont énormément augmenté les aides personnelles au logement. Ils sont allés à fond sur les aides personnelles au logement, financées par les collectivités locales. Bon. La dernière diapo, s'il vous plaît. Alors, là, la question, c'est la comparaison des dépenses publiques en faveur du logement en France et en Allemagne. Donc, je vous ai retranscrit un tableau fait par une ONG. J'ai actualisé légèrement à 2021, c'est tout. Mais le reste est inchangé. Alors, on se réfère à des nomenclatures comptables qui s'appellent les COFOG. C'est des nomenclatures internationalement connues. Bon, alors la première, c'est la dépense en logement. Donc on voit 0,4 pour la France, 0,1 pour l'Allemagne. Ensuite, il y a les équipements collectifs. Alors c'est quand même bizarre dans une comparaison de la dépense vers du logement, dans les équipements collectifs, déjà. Est-ce que les gymnases, c'est vraiment du logement? Je ne sais pas. Deuxièmement, il y a une autre chose qui est très bizarre, c'est que c'est 3 fois plus en France qu'en Allemagne. Or, quand je vais en Allemagne, je n'ai pas l'impression que les équipements collectifs soient vraiment négligés. Donc je me dis ici que d'une part c'est non pertinent et d'autre part c'est quand même douteux. Parce qu'il est tout à fait possible que les équipements collectifs soient ailleurs, etc. La Cour des comptes, qui a fait un rapport il n'y a pas très longtemps dessus, dit que souvent dans ces comparaisons, les dépenses des collectivités locales sont omises, par exemple. Est-ce qu'ils ont omis les dépenses des collectivités locales en Allemagne, qui, comme vous le savez, ont un rôle beaucoup plus important qu'en France? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de très bizarre ici.
Ensuite, l'alimentation en eau, je ne dirais pas que c'est du logement. L'éclairage public non plus, sauf pour les SDF peut-être. La R&D dans le domaine du logement et des équipements collectifs, ça se discute, mais c'est nul, donc ça ne pose pas de problème. Et au logement et équipement collectif non classifié ailleurs, on peut se poser des questions sur la pertinence, mais c'est tout petit. Donc quand j'ajoute tout ça, on obtient 1,3 en France, 0,5 en Allemagne, ça fait déjà 0,8% de différence. Alors quand même, si on enlève le poste équipement collectif, il ne reste plus que 0,4% de différence. Et puis tout en bas, il y a les aides personnelles au logement. Donc ici, on retient la classification Eurostat, que je vous indiquais tout à l'heure. Donc 0,9 contre 0,3. Et en fait, nous avons tout lieu de penser, compte tenu des études fouillées que nous avons, que c'est à peu près 0. D'où la colonne de droite, qui est l'écart qui reste quand on a corrigé de tout ça. Le 1,4% devient 0,3%. Et ce n'est pas fini. Car dans la manière de comptabiliser les dépenses, il y a quelque chose, on peut difficilement faire autrement, mais qui est très gênant. C'est que ce qu'on considère comme une dépense, c'est ce qui est anormal. Bon. Alors, en Allemagne, par exemple, il y a une disposition qui consiste à pouvoir amortir les logements, amortir en tout cas le prix hors foncier des logements. Mais comme c'est de droit commun, ce n'est pas considéré comme une aide. Nous n'avons pas ça, mais nous avons des aides fiscales à l'investissement locatif qui sont considérées comme des aides. Donc vous avez deux dispositifs. Je ne me prononce absolument pas sur la pertinence de ces dispositifs, mais qui ont un peu le même objectif, enfin qui ont le même objectif, mais dont l'un est comptabilité comme dépense et l'autre non. Voilà. Donc si on analysait de près ce 0,3% qui reste résiduel, peut-être qu'on trouverait encore des choses à creuser. Voilà, et donc je pourrais vous donner des exemples comme ça, je vous ai parlé pendant 1 heure, j'ai rédigé un rapport qui est plein de choses comme ça. Mais la conclusion, c'est quand même qu'il faut être très, 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 très prudent. Et si quelqu'un vous parle de comparaison internationale en vous disant que la France dépense beaucoup plus que l'Allemagne, je vous invite à demander la note de calcul, à la regarder de près, à l'expertiser au vu de ce que je vais vous montrer là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Frigide, pour cette présentation. Je vous laisse la parole, Monsieur Rochon. Merci. Alors, je pense que mon approche sera complémentaire de celle de M. Frigide. Elle ne recourt pas aux statistiques. Elle s'intéresse plutôt à interroger nos cadres de pensée et la façon dont les travaillent les acteurs du logement. Elle part de l'idée que la question du logement implique une pratique politique, démocratique et pas seulement technique, à la recherche d'une vision d'ensemble, pour reprendre l'expression de Jean-Claude Drian, et où le secteur du logement social peut jouer un rôle important en termes de propositions. Dans cet exposé, je reprends point par point les éléments qui m'ont été communiqués dans la note de cadrage, dans une présentation volontairement assez incisive pour contribuer au débat. Vous m'interrogez sur la caractérisation de la crise. Je dirais que l'élément d'actualité que nous avons, une crise peut-être classique de l'immobilier. Le marché est grippé par un retournement brutal de conjoncture. Il y a un problème économique indéniable, c'est certainement d'une gravité assez historique. La spécificité de cette crise est que l'État ne dispose plus de contre-mesures puissantes, immédiates, de la même manière qu'il a été d'une certaine façon dépassé par la crise sanitaire. Il y a un déficit de marge de manœuvre et de savoir-faire. 3 points à ce sujet. Après la crise de 2008, contrer efficacement l'hybridation entre le secteur privé et le secteur social, avec aujourd'hui la moitié de production de logements sociaux en VFA, et les pressions financières, notamment avec la RLS, réduisent le potentiel contracyclique du logement social. Deuxièmement, le niveau d'endettement actuel du pays, et là je dois rappeler l'entretien que m'avait accordé M. Philippe Dallier au Sénat, qui était très attentif à la fois à les dépenses publiques et aux questions de logement, rend extrêmement prudent l'usage de la relance par la dépense publique, en particulier des dispositifs fiscaux. Je ne dis pas qu'il faut radicalement les remettre en cause d'un revers de main, mais la situation globale est tout à fait différente de celle qui prévalait il y a 20 ans. De même, l'allongement de la durée du volume des crédits immobiliers, de la durée et du volume des crédits immobiliers pour les ménages, comme l'a souligné M. Frigide, lié à l'augmentation des prix et la baisse parallèle des taux sur les dernières décennies, rend impossible un accroissement du taux d'effort. Et donc, c'est cela la réalité de la politique du logement aujourd'hui. Et il faut souligner que tous ces éléments déterminants n'ont pas été explicitement débattus. Ils sont en fait la résultante d'une politique très silencieuse sur ces sujets.
Comme toute crise, nous sommes donc face à un moment de retour à la réalité des choses. Derrière l'apparence d'un marché du logement, jusque-là dynamique, en trompe-l'œil, ressort un problème structurel ancien, interne, et qui n'a pas été traité, qui a été esquivé. Un problème fondamentalement politique, et c'est cela qu'il nous faut déconstruire prioritairement, à mon sens, pour obtenir des propositions efficaces. Je pense que c'est possible d'obtenir des propositions efficaces. Au fond, que voulons-nous en matière de logement pour notre pays ? Cette question n'est pas un sujet mondain de dissertation, un artifice de communication, c'est un travail politique à mener méthodiquement, à l'instar de ce que fait votre commission. Vous m'interrogez pour mettre en contexte, dans le moment présent, un regard sur la politique actuelle du gouvernement. Je ferai un bref rappel historique. Jacques Chaban-Delmas, qui était Premier ministre à l'époque, faisait déjà ce raisonnement d'une surdépense publique pour une inefficacité collective dans des termes relativement proches. Je vous passe la citation. Le problème de cette considération générale est qu'elle esquive les connaissances spécifiques sur le sujet qui existent sur le logement. On parle souvent d'approche comptable. Monsieur Frigide, d'autre part, a montré combien l'usage des instruments statistiques est une affaire délicate qui sert bien souvent à justifier des positions établies plutôt qu'à les remettre en question et les réinterroger. C'est pourquoi il ne nous faut pas seulement nous baser sur les chiffres, mais pouvoir dire aussi ce que nous attendons, ce que nous prévoyons, ce que nous préparons avec la politique de logement dans des termes que chacun peut comprendre, dans les termes du citoyen, de l'électeur, souvent figure oubliée. C'est le cœur du problème, à mon sens, qui entraîne le reste de la machine. Et au fond, on ne sait plus où on va. Et cela n'a pas toujours été le cas. Je voudrais rappeler que Jacques Chirac, en son temps, posait le diagnostic de la fracture sociale et proposait de mettre de l'oxygène dans le système avec le prêt à taux zéro, soit l'accession à la propriété des couches moyennes, tout en procédant aussi à des réquisitions. On dit aujourd'hui fluidifier la chaîne du logement, avec une attention à la cohésion sociale qui se manifeste par la suite sous la cohabitation par la loi SRU. Plus tard, Nicolas Sarkozy va plus loin en proposant la France de propriétaires. Cette aspiration semble largement partagée par la population. Mais comme le notait dans l'audition de Robin, dans une conférence que vous avez organisée, voilà, Robin Rivaton, cela ne s'est pas traduit dans les faits malgré les taux d'intérêt historiquement faibles. C'est un problème. Enfin, François Hollande proposait d'équilibrer cette politique par la régulation du secteur locatif privé qui a fait débat, mais les outils aujourd'hui sont soutenus par une grande part des élus locaux. On le voit, la politique du logement avait donc une direction intelligible pour chacun et elle avait cette vertu d'entraîner le secteur dans une certaine stabilité et surtout dans une cohérence qui permet d'organiser le secteur productif en conséquence. Et il me semble que depuis 2017, le récit de la politique du logement est en quelque sorte en panne. Celui-ci procède beaucoup par effet de retrait. C'est un sujet privilégié de réduction budgétaire, parfois par rabot, donc qui interprète peu les questions de fond. C'est un choc de l'offre qui n'est pas advenu et M. Frigide a montré que ces effets d'offre fonctionnaient peu sur les prix. C'est une suppression de la taxe d'habitation sans lien direct avec le sujet ou une création de l'IFI comme résidu de l'ESIF et non pas comme un projet pour le logement. Récemment, M. Vergrit allait jusqu'à remettre en doute la pertinence d'une politique nationale du logement au profit d'un puissant mouvement de décentralisation. Autrement dit, depuis ces dernières années, nous sommes dans une époque revendiquée de discrétion sur le sujet, discrétion démocratique, dans laquelle la question du logement se réduit à un sujet technique, qui explique du reste l'absence récurrente de ministre du logement. Ce choix politique a le grand bénéfice de la constance. Il faut le reconnaître. Mais on peut regretter parallèlement qu'il efface du débat public un grand sujet de société. Et la conséquence est de mettre de côté dans le débat les Français, les électeurs, au profit d'un dialogue qui est de plus en plus tendu entre les acteurs du secteur et l'État. On peut s'en rendre compte ce matin par la conférence de presse de l'Alliance pour le logement. Ainsi, le grippage de la chaîne du logement, qui a été évoqué dans les précédentes auditions, se double d'un grippage de la chaîne des acteurs en amont, qui se trouve au fond amenés à prendre des positions politiques ou à des revendications qui n'étaient pas dans leur tradition de leur positionnement et qui, au fond, les met en défaut sur des sujets qui ne sont pas leurs sujets privilégiés d'expertise. C'est sur ce point, en fin d'exposé, que porteront mes propositions. Au fond, nous sommes avec des acteurs très engagés, très mobilisés, mais sans boussole politique.
Et il est important de compenser ce vide politique, car ce n'était pas leur rôle jusqu'à présent. Ils sont amenés à se faire force de proposition sur un registre qui n'est pas le leur, et force est de constater que les débats sont souvent mal posés. Vous m'interrogez sur un point de vue sur les aides fiscales. Je dirais qu'évidemment, les acteurs sont plutôt pour les aides et l'État plutôt scrupuleux. C'est leur rôle respectif. La controverse est inévitable et donc peu productive en matière de conception de politique du logement. La question me semble plutôt, est-ce que cela a fonctionné depuis les premiers dispositifs au début des années 80 que vous avez cités, Madame la Présidente? La réponse est clairement non en volume. Le parc locatif privé a quasiment stagné depuis les années 70, tandis que le volume de l'accession a plus que doublé et celui de logement social a triplé. Dans le même temps, un certain type de logement qui représentait 15% en 70, qui est ces statuts un peu particuliers, logés gratuits, lui, s'est considérablement réduit. Oui, nous avons un problème structurel sur le locatif privé et par conséquent, oui, peut-être la professionnalisation de cette activité est certainement une bonne piste. Le deuxième point que vous soulignez est les besoins en construction. Les acteurs veulent construire beaucoup, l'État est plus réservé pour tenter de résoudre la question énergétique et le poids des dépenses publiques, même querelle de position. La réalité est que le niveau de production ne se décrète pas, on le voit aujourd'hui par cette crise très prégnante. Et ce qui est important n'est pas l'objectif annuel, mais la structure de parc que nous souhaitons atteindre à terme. Je pense que c'est une façon de poser le sujet qui est utile pour le débat public. Veut-on briser le plafond de verre des 57% d'accession? Et si oui, peut-on le faire avec la politique des bas revenus que nous avons? Les statistiques de M. Frigide apportent des éléments de réflexion. Quelle innovation financière concevoir en ce sens? Deuxièmement, veut-on continuer la concentration du parc locatif privé dans les mains des ménages multipropriétaires? Est-ce un bon choix? N'y a-t-il pas là un risque pour la cohésion sociale? Enfin, veut-on poursuivre l'effort national pour développer le logement social, qui est le premier bénéficiaire de la politique du logement sur le demi-siècle passé en croissance en volume? Je pense que ce n'est pas souvent redit en ces termes. Et dans quelle direction faire évoluer son modèle pour son deuxième siècle d'existence? Enfin, vous m'interrogez sur les politiques contracycliques. Indépendamment du fait évoqué précédemment que l'État a peu de marge de manœuvre aujourd'hui, clairement, une grande partie des acteurs interprètent les positions du gouvernement comme le choix résolu d'une régulation automatique par le marché, acceptant les tensions que cela risque de provoquer pour les ménages et dans les entreprises. Je pense qu'à tout le moins, ce choix, s'il est avéré, mériterait d'être explicité. Mais pour l'avenir, veut-on préserver une marge de sécurité dans le secteur pour préparer les amortisseurs réguliers dont il aura immanquablement besoin tous les 15 ans environ, ou fait-on le choix d'ajustements violents par le marché? Enfin, vous m'interrogez sur l'opposition entre LLI et PLLI. J'ai peu d'éléments à indiqué, sinon que le PLLI est vraisemblablement un bon investissement pour le patrimoine de la nation à travers le logement social. Quant au LLI, s'il ne coûte pas trop cher en finances publiques, c'est aux investisseurs d'arbitrer, par principe, dans une époque financière cependant troublée. Je voudrais ajouter un point complémentaire de façon plus générale. Le débat sur le logement, d'une certaine manière, tourne en rond du fait de sa fragmentation, qui peut se résumer en 3 grandes approches spécialisées, certes complémentaires, mais pas coordonnées. Je fais une longue démonstration de cela dans le livre « Logement, critique d'une politique impossible » pour faire des propositions pour le dépasser. Il me semble, dans le débat public, qu'il y a une très grande place à la dénonciation du problème du mal-logement, une urgence sociale, mais qui est paradoxalement installée sur le temps long. Parallèlement, nous avons un travail d'optimisation de l'action publique qui a le revers de se concentrer sur les détails, souvent sur l'épaisseur du trait, et au fond on noie le poisson par une multiplicité de sujets périphériques à la question centrale du logement. Enfin, l'approche par le système de l'habitat plus théorique a l'intérêt de décrire des processus complexes de chaînes. On parle souvent de chaînes du logement, mais qui sont difficiles à traduire en action. Ce triptyque vient en fait de travaux de recherche des années 90 qui reposaient la question du logement de façon avec une très grande acuité et qui se sont progressivement spécialisés dans ces 3 voies. Et il me semble qu'aujourd'hui l'enjeu est de les recoordonner, de trouver des outils pour les coordonner, ce qui nous aidera à faire cette révolution intellectuelle sur la politique du logement. Vous avez situé la référence de la grande réforme de 77, je pense que c'est vraiment cela qu'il faut viser.
J'en termine par quelques propositions. Propositions conjoncturelles. Je voudrais rappeler que le secteur du logement et immobilier est fortement capitalistique et pour obtenir des résultats rapides, il faut forcément déplacer très vite beaucoup d'argent. C'est compliqué et cela passe par de l'innovation financière dans le crédit immobilier. Je ne peux pas aller plus loin, je reprends simplement l'idée de Christian Topalov dans Le logement, histoire d'une politique impossible qui avait inspiré un peu en réponse le livre sur la critique d'une politique impossible. Deuxième point, sur le logement social, sur un registre un peu disruptif puisque vous êtes ouverte à ce type de proposition. Le rapport de Courson évoquait un impôt des sociétés dans le logement social. Cela fait débat. S'il est considéré comme un dispositif de substitution à la RLS, qui est un dispositif très complexe pour les organismes, peut-être c'est une piste de souplesse de gestion à examiner. Je ne sais pas si c'est une bonne piste, mais je pense que ça mérite d'y regarder de près, d'autant plus que ça répond à des questions européennes. Enfin, il semble que les acteurs soient ouverts à une régulation du foncier, qui est la boîte noire des prix, vous l'avez indiqué, Monsieur Frigide. Donc, avancer sur ce point est certainement une bonne chose. Sur les propositions structurelles qui renvoient au cœur du travail d'analyse que j'ai produit, la grande réforme de 1977 a bientôt un demi-siècle. Le livre blanc du logement social en 1975 avait contribué fortement au débat. Je pense qu'il serait bon de s'inscrire collectivement dans une disposition d'esprit et une logique de travail qui consiste à préparer patiemment et méthodiquement le prochain tournant de la politique du logement, en le pensant comme tel. Pour cela, il est incontournable de reposer la question politiquement au sens large. Cela implique de dépasser les écueils identifiés dans le débat public. J'ai essayé d'en pointer quelques-uns. Ce que je propose en réponse à la spécialisation des trois approches, c'est de décomposer aujourd'hui le sujet en deux approches complémentaires qui, me semble-t-il, touchent à l'identité de notre nation. Premièrement, une politique de cohésion sociale qui doit faire du parcours résidentiel la preuve du pacte républicain. Deuxièmement, une politique urbaine qui doit nous permettre de relever haut la main le défi des transitions énergétiques et climatiques en améliorant la qualité du cadre de vie. Je fais une démonstration assez longue. Pourquoi j'arrive à ces deux éléments qui sont finalement assez schématiques. L'enjeu est de garantir une capacité de capitalisation des contributions qui émanent des différentes positions du champ du logement. Ce travail semble engagé dans votre commission, mais doit se poursuivre également dans d'autres lieux. Pour y parvenir, il faut, si vous me permettez l'expression, muscler les grandes organisations d'expertise transversale de haut niveau au sein même des organisations. Il y a un enjeu d'organisation de ce travail en interne et aussi de coordination du champ du logement, parce qu'il me semble chapeauter l'ensemble des écueils que nous pointons dans le débat public. Et celui-ci doit être clairement posé comme une condition pratique de réarmement de la politique du logement, pour reprendre le terme présent dans notre actualité. Je pense que la politique du logement en France a une chance de pouvoir s'appuyer sur un secteur constitué et surtout de faire souvent l'objet de consensus républicains qui dépassent les clivages politiques habituels. Et je pense qu'il est essentiel de se concentrer sur ces éléments-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Rochon. C'était l'un et l'autre très intéressant. Je ne sais pas qui souhaite commencer à poser des questions. Mesdames. Alors, Viviane. Oui, moi je voulais aussi vous remercier pour vos exposés vraiment passionnants et qui apportent beaucoup, vont apporter beaucoup à notre travail, j'en suis sûre. Moi j'avais trois questions peut-être. Sur la question de l'augmentation des taux des crédits. Ça a mis certaines banques ont mis un peu de temps à comprendre que les taux augmentaient, et dans ceux qui font les prêts dans les banques, j'ai eu quelques informations sur des banques qui avaient tardé et donc qui ont refait des prêts encore alors que les taux augmentaient, qui ont continué à proposer des taux à faible taux et à sur du long terme, donc et qui se trouvent maintenant du coup un petit peu en difficulté. Voilà. C'était, j'ai cru que deux banques, j'ai eu l'information que deux banques avaient un petit peu continué, leurs marchands de crédit avaient continué alors que les taux augmentaient. Bon. Juste, est-ce que vous pensez vraiment que l'augmentation des taux va faire baisser les prix, peut faire baisser les prix, ou est-ce que c'est uniquement si la longueur des prêts, baisse
aussi. Voilà, est-ce que c'est un mécanisme qui peut faire baisser les prix? Vous dites que des gens beaucoup attendent de ne vendre plus et attendent que les prix remontent. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver, ou est-ce qu'on doit nous penser que c'est mieux de rester avec des taux qui sont plutôt hauts? Sur la question donc dont Dominique a beaucoup parlé, sur la question du sevrage le logement de la drogue fiscale. Voilà. Est-ce que certaines voix disent aussi, y compris que la défiscalisation fait monter les prix aussi du coût du logement, fait monter les prix, que ça peut être cela. Et puis sur la question la plus générale sur la construction, sur les deux. Nous, on pense aussi que dans le modèle économique du logement, c'est important parce qu'il n'y a pas que le fait de construire des logements, il y a le fait aussi de faire travailler toute une économie qui est autour du logement, et que là, avec la crise et la baisse de la construction, on est dans nombreuses entreprises qui, suite à la crise aussi financière, à la crise du Covid et puis la crise qui s'en est suivie, qui vont se trouver, qui doivent déjà rembourser les PGE, qui doivent aussi maintenant repartir dans les charges sociales, et on a été alerté par de nombreux acteurs économiques comme quoi des entreprises allaient être en défaut. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures là à prendre rapidement pour essayer de faire en sorte de relancer, au-delà de la vision globale qu'on peut avoir dans une perspective assez sur court terme sur le logement, de relancer la construction de logements? Merci. Bon, personnellement, je n'ai pas d'informations sur des banques qui auraient, pendant plus longtemps, octroyé des prêts à bateau. Ce n'est pas mon domaine. Est-ce que la hausse des taux va faire baisser les prix? En tout cas, elle a déjà fait baisser les volumes. Par le phénomène qui est bien connu, qui est que beaucoup de vendeurs ne sont pas pressés de vendre et donc attendre. Bon. Mais alors, en gros, c'est la moitié pour les ventes de logements anciens. Et on sait comment est constituée cette moitié. Hein. Il y a un tiers des ventes de logements anciens qui font suite à une mutation à titre gratuit, et la moitié de ce tiers fait suite rapidement à une mutation à titre gratuit. Typiquement, c'est les enfants qui ont besoin de vendre les logements après le décès des parents pour se partager l'héritage. Eux, ils vont baisser les prix rapidement. C'est grâce à eux que les transactions continuent à se faire. Il y a un deuxième type de mutation. Un tiers, grosso modo, des achats de logements sont le fait de ménages qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale, qui décident d'en changer. Donc ils en achètent une, puis ils revendent l'autre. Pardon, dans les 3/4 des cas, ils revendent l'autre. Et dans ce cas-là, ça fait aussi une offre qui est prête à baisser les prix. Quand vous êtes pressé, quand vous avez déjà acheté un logement, vous en avez un autre. Et ça fait la moitié. Ça fait la moitié. Et les autres, ils ont tellement entendu dire que les prix ne pouvaient que monter, ou dans l'immobilier, quand on attend, on s'en sort toujours, qui ne sont pas pressés. Voilà. Donc la question, c'est combien de temps ça va prendre pour qu'ils passent de la deuxième catégorie à la première. Je ne sais pas. La réponse dépend énormément de votre prévision de taux d'intérêt. Et là, ça m'amène à faire un point. Vous allez devoir faire des propositions. Vos propositions devront être adaptées à l'état du marché quand vos propositions commenceront à être appliquées, mettons dans 6 mois ou dans un an. Bon. Que seront les taux d'intérêt dans un an? Je suis incapable de le dire. Sinon, je serais milliardaire. Hein, vous aussi, et tout serait en or ici. Donc, vous êtes malgré tout obligé de faire des hypothèses. Donc, peut-être faudra-t-il, lorsque vous ferez vos propositions, que vous fassiez, faisons l'hypothèse faire 2 scénarios sur le taux d'intérêt. Voilà. Personnellement, je ne vois pas trop une baisse des taux d'intérêt. Bon. Mais je peux me tromper. Je me suis trompé en 2006-2007. Je n'avais absolument pas vu venir les taux d'intérêt qui allaient devenir nuls ou négatifs. Et donc, ma prévision en 2006-2007, c'est que les prix allaient revenir vers le revenu par ménage. La seule question, c'était dans quel délai. Le scénario rapide, c'était 5 ans. Le scénario long, c'était 10 ans, je crois. Voilà. Bon, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, je ne me demandez pas de faire des prévisions de taux d'intérêt, mais si les taux d'intérêt restent au niveau où ils sont, je ne vois pas comment, à partir d'un certain moment, les volumes ne pourraient pas... les prix ne finiraient pas par s'ajuster et les volumes par repartir. La question, c'est combien de temps? Et là, ça fait appel à des phénomènes comportementaux que je ne connais pas, mais j'aurais tendance à dire toujours, si c'est rapide, ça sera 5 ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas instantané. Bon.
Sur les effets inflationnistes, vous m'interrogez les dépenses fiscales. Bon, pour nous, c'est une obsession. En tant que service d'audit, nous passons une bonne partie de notre temps à auditer des politiques publiques. Et donc, il y a deux obsessions. C'est les effets d'aubaine, qui consistent à payer les gens subventionner les gens pour qu'ils fassent quelque chose qu'ils font déjà, et les effets inflationnistes. Bon. En matière d'aide fiscale à l'investissement locatif, il y a eu l'article Tranois-Bonneau, qui est le premier qui soit parti, qui, à ma connaissance, n'a jamais été invalidé, qui reste valable. Donc je pense qu'en effet, au vu de ce que peut indiquer la bibliographie, il y a eu des effets inflationnistes, des aides fiscales à l'investissement locatif. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Je n'ai pas travaillé personnellement dessus, mais la bibliographie que j'ai vue m'a plutôt convaincu. Voilà. Ensuite, comment relancer la construction? Bon, les mesures que vous allez prendre vont dépendre du niveau des taux d'intérêt. Donc je reviens à ce que je disais à l'instant. Alors déjà, il ne faut pas prendre des mesures qui risquent pas trop de marcher. Donc je ne l'ai pas dit, mais les ménages empruntent à peu près 60% du montant des achats de logements. Ça peut vous paraître peu, mais dans les 40% de différence, il y a tous les logements des ménages qui changent de résidence principale et qui sont revendus. C'est pour ça qu'on arrive à 60%. Donc en gros, il y a 2 ans, ils empruntaient 300 milliards. Aujourd'hui, ils doivent emprunter 150 milliards par an à peu près. Quand vous regardez l'effet d'une hausse de taux d'intérêt de 2% sur des sommes de cet ordre, il suffit de 2% de hausse des taux pour annihiler les fameux 40 milliards du logement. C'est-à-dire la solvabilité qui a été retirée de la poche des acheteurs par la hausse des taux est équivalente à la totalité des fameux 40 milliards du logement. Donc vous voyez que des mesures budgétaires ne sont pas vraiment à l'échelle, je pense. Voilà. Même si on vous dit on va être très malin, on va faire du smart, ça, il y a des gens qui vous expliquent qu'on peut faire des choses très smart, je crois que ce n'est pas à l'échelle. Alors il ne faut surtout pas endetter davantage les ménages. Des fois j'entends des gens dire mais il faudrait que les gens puissent emprunter sur 30 ans au lieu d'emprunter sur 23. Je pense que ce serait catastrophique. Ça aurait été tellement mieux, on a des taux d'intérêt, des taux d'usure, ça aurait été tellement mieux si on avait interdit de prêter à plus de 20 ans en 2000. Voilà. Maintenant c'est un peu facile de le dire. Voilà. Alors, bon, il y a une première chose, parce qu'on est au Sénat ici, je dirais, c'est donner l'exemple, parce que je pense aux collectivités locales. Une partie importante du foncier sur lequel les logements sont construits provient de la sphère publique. Donc là, il ne faut pas hésiter à mettre ce foncier, à vendre ce foncier, et à un prix qui permettent aux promoteurs de sortir des logements à un prix compétitif. Ça veut dire qu'il faut sérieusement baisser les prix par rapport à ce que les propriétaires, État ou collectivités locales, pouvaient espérer il y a 2 ans. Voilà. Mais il faut réviser complètement. Donc la méthode des comparaisons, par exemple, doit être adaptée pour tenir compte du fait qu'entre une mutation qui a eu lieu il y a 2 ans et aujourd'hui, les taux d'intérêt ont énormément augmenté, puis les coûts de construction peut-être aussi. Voilà. Donc la première chose, c'est donner l'exemple. Ça me paraît important parce que ça crée des références qui ensuite peuvent entraîner le reste. Donc la sphère publique ne vend qu'une partie minoritaire du foncier construit, mais elle peut donner l'exemple. Bon, mais autrement, c'est la baisse des prix qui peut ramener le marché aux jours heureux où on devenait propriétaire en 15 ans, il y a 25 ans. Sur la défiscalisation, peut-être ce qu'on peut dire pour commenter cette assertion de drogue fiscale, c'est que, vous l'avez noté, depuis plusieurs décennies, nous avons ce dispositif-là. On peut questionner son efficacité, mais il fait partie des outils importants. Et donc, les arrêter ou les remettre en cause au moment où nous avons une crise économique qui vient pas du logement, en fait, qui vient d'éléments beaucoup plus macro, je ne comprends pas bien la logique et je pense que ça mérite d'être réinterrogé. Voilà, c'est juste ça. Je voudrais juste en commentaire aussi indiquer que les éléments de défiscalisation vont dans la construction des prix du logement et ils ont le défaut d'influencer souvent la composition des programmes. Parfois, on peut voir des programmes dont la typologie, la forme est optimisée pour optimiser l'avantage fiscal. Et ça, c'est un biais en fait technique dans la mise en pratique de ces outils qui est connu, donc qui est regardé aussi de près, puisque c'est pas seulement des éléments financiers. Il y a une traduction dans la ville qui dure ensuite des dizaines d'années quand on construit un logement. Et c'est ça qui est très important à avoir à l'esprit quand on travaille sur ces dispositifs. Amel ?
Merci Madame la Présidente. Encore un grand merci à vous pour vos exposés menés au pas de course, pour tout vous dire, mais tellement riches. Dommage que nous ayons aussi peu de temps, mais nous aurons certainement l'occasion de reparler de tout ça, parce qu'il y a des choses très concrètes dans ce que vous avez dit et qui, moi, m'ont interpellée. Je vais m'adresser d'abord à vous, Monsieur Frigit, concernant un de vos postulats, qui est de dire que la situation actuelle, en fait, du logement s'explique, en tout cas sa cherté, essentiellement par le contexte inflationniste de l'environnement financier. Viviane vient d'évoquer les taux d'intérêt. Forcément, c'est une question qui revient souvent. Personne ne sait aujourd'hui la façon dont ils évolueront, mais vous avez raison en parlant de scénarios intéressants peut-être à poser. Et si demain, comme cela est annoncé aujourd'hui, les taux d'intérêt venaient à être stabilisés, pas forcément baissés, mais à stabiliser, quel impact cela aurait? Et puis, et pareillement, à quelle échéance? Vous avez parlé tout à l'heure de baisse et donc d'une échéance à 5 ans. Donc, est-ce que si on part sur des taux qui seraient stabilisés, cette option tiendrait? Parce que la grande question là, et nous avons aujourd'hui certains se positionnent en disant que fin 2024, si on restait sur des taux comme ceci, c'est une hypothèse qui nous a déjà été exprimée ici dans le cadre de nos auditions, dans un an, nous aurions déjà des effets sur le marché du logement. J'ai été aussi personnellement fortement interpellée par ce que vous avez évoqué en termes de paupérisation des locataires, notamment des jeunes particulièrement touchés. D'un point de vue macro, donc vous avez dressé le constat, une explication, mais quels moyens, quels leviers est-ce que demain mettre en place des politiques ciblées auprès de ces publics serait une solution? Selon vous, faut-il le faire? Parce qu'il y a les chiffres et puis il y a la cohésion sociale dont nous sommes aussi garants. Et nous sommes bien sûr garants des chiffres, puisque les deux sont très liés pour pouvoir mener nos politiques publiques. Mais est-ce qu'il serait judicieux d'avoir en tout cas aujourd'hui, en urgence, une politique ciblée auprès de ce public-là? Puis enfin, vous l'avez dit, il faut que les prix baissent. Quid de l'impact des réglementations aujourd'hui sur notamment le foncier, le fameux objectif du zéro artificialisation nette? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des éléments sur l'impact que cela pourrait avoir? Et puis la lutte pour les passoires thermiques, parce que pareillement, on ne peut faire fi, même dans le contexte économique, de ces réglementations dont on parle beaucoup, mais qui peut-être, certainement, auront un impact. Quel est votre avis là-dessus? Monsieur Rochon, je continue dans les questions et puis je vous laisserai y répondre, en tout cas nous apporter vos éclairages. Alors, vous avez parlé, et pareillement, j'ai trouvé ça vraiment aussi très intéressant, d'une politique très silencieuse, la politique du logement qui est une politique très silencieuse. Ici au Sénat, lorsqu'on l'exprime, je pense que là-dessus on partage complètement, on parle d'un manque de cap. En fait, d'un manque de cap sur la politique logement et qui, en fait, aujourd'hui, et vous l'avez dit de façon très, très claire, qui est aujourd'hui une politique qui est tout. C'est une politique qui est tout sauf politique, en fait. Et c'est là où ça peut être vraiment une source d'inquiétude compte tenu de l'état de cohésion, j'ai parlé de cohésion sociale, mais de notre pays. Sans revenir sur justement l'état dans lequel se trouve notre pays, de division, quelle serait pour vous, quelle est votre vision des choses par rapport à cela? Vous avez évoqué quelques pistes, mais des pistes plutôt ciblées. Moi, j'aimerais bien avoir votre regard plus macro sur l'approche qu'on pourrait avoir pour dessiner cette future grande politique logement. Et oui, ce qui est indéniable aujourd'hui, c'est ça, c'est que c'est vraiment une source de fracture sociale. Donc, est-ce que ça veut dire derrière, vous l'avez évoqué, il y a une vraie réflexion à mener sur le parcours résidentiel et je lis en fait cette réflexion-là à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ces jeunes qui sont particulièrement touchés aussi sur cette politique. Vous avez évoqué, je le dis parce que pareillement j'ai réagi là-dessus et je pense qu'on est nombreux à le partager, l'ancien ministre qui a clairement annoncé, qui défend une vision très territoriale de la politique logement, vision que sur certains aspects on peut partager lorsqu'on parle de différenciation territoriale, mais là où je vous rejoins complètement, c'est que ça ne peut pas nous exonérer d'une vision nationale. Très concrètement, j'en viens au sujet de l'organisation. Est-ce qu'il y a, selon vous,
des sujets qui doivent justement rester, être traités uniquement au niveau national. Et là, je pense que vous comprenez que je fais le lien avec les discussions que nous avons aujourd'hui beaucoup sur notre organisation, l'organisation de la politique logement et du grand sujet autour de la décentralisation. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui doit nécessairement rester ou revenir ou rester aux mains de l'État? Et enfin, sur les aides fiscales, j'ai terminé là-dessus. Quantitativement, vous dénoncez, vous exprimez le manque de résultats des aides fiscales, hein, vous le dites, en termes je l'aurais dit bien, quantitativement. Maintenant, la question peut se poser d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire tout ce que amènent finalement ces aides fiscales. Est-ce qu'il ne s'agit pas, en fait, d'un moyen essentiel d'accession ou d'ascenseur en fait social, et est-ce que finalement on ne doit pas faire attention dans les choix ou les décisions que nous devons prendre à intégrer aussi cette dimension sociale, sociétale extrêmement importante. Je vous remercie. Bien, je vais essayer de répondre à certaines de vos questions. La première est faite d'une stabilisation des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt par rapport au niveau extrêmement bas où ils étaient descendus augmentent de 3%, se stabilisent à plus 3%, ça enlève presque 30% de capacité d'achat. Donc il faut que les prix qui étaient montés baissent de 30% moins l'augmentation du revenu par ménage pendant le même temps. Mais l'augmentation du revenu par ménage, sauf si jamais il y avait reprise de l'inflation, chose que personnellement je ne... Enfin, je ne suis pas non plus un de un, mais j'ai pas l'impression, en tout cas l'augmentation du pouvoir d'achat, j'y crois pas, vu l'état de choses, l'état de problèmes qu'on rencontre. Donc il pourrait y avoir guère qu'une reprise d'inflation, qui n'est pas, ce qui n'est pas mon hypothèse, au-delà des 2% objectifs de la Banque Centrale Européenne. Donc en 3 ans, ça ferait 6%, donc l'essentiel devrait venir d'une baisse des prix. Si la hausse des taux se stabilise à plus 3, pour qu'on revienne à la situation antérieure de marché ayant la même fluidité, autrement dit, où le pouvoir d'achat des ménages serait le même, il faudrait une baisse de cet ordre. Dans quel délai? Je ne sais pas. En 2006-2007, je disais, le seul modèle qu'on ait, c'est ce qui s'est passé à Paris, modèle récent. Ce qui s'est passé à Paris en 1980-90, où on a commencé par monter, puis ensuite, on n'a pas eu de parachute, contrairement à ce qui s'est passé ici en 2009, où la Banque Centrale est venue baisser les prix. Donc on est retombé et on est redescendu à la vitesse à laquelle on est monté. Mais vous voyez, c'est pas très scientifique ce que je vous dis là. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faudrait la même durée pour descendre que pour monter. C'est pas... Je ne sais pas vraiment répondre à votre question. La deuxième question, la paupérisation des jeunes. Un des problèmes de la politique du logement, c'est qu'on subit les conséquences de phénomènes qui n'ont rien à voir avec le logement. La paupérisation des jeunes n'est pas un phénomène d'origine du logement. Est-ce qu'il faut ou non une politique ciblée? Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à la question. L'effet des réglementations sur les prix. Alors les réglementations ont un effet sur les prix de construction. Dans 20 ou 30 ans, quand on se demandera ce que la France a fait de la manne céleste que la Banque Centrale a déversée sur elle en abaissant les taux d'intérêt, enfin en déversant sur une partie d'entre elles parce que les épargnants n'ont pas bénéficié de cette manne, c'était plutôt l'inverse pour eux. On se rendra compte qu'en matière de logement, l'essentiel est parti en inflation. C'est pas perdu pour tout le monde, hein, parce que les vendeurs nets ont été les grands gagnants, c'est-à-dire les personnes âgées. On retrouve encore une fois les personnes âgées qui sont gagnants. Les jeunes se sont endettés sur 25 ans, sur 23 ans au lieu de 15, et pendant ce temps-là, les vendeurs nets, qui sont les personnes âgées, ça c'est bien identifié, ont bénéficié de l'équivalent de 6 mois de revenus disponibles des ménages. C'était une manne céleste, et donc leur consommation s'est bien portée. Le marché des croisières s'est très bien porté. Bon, voilà. Quand on se demandera ce qu'on a fait de tout ça, une grande partie est partie en effet inflationniste, et c'est traduit par de la consommation, ce qui est une aberration. Une partie, alors c'était pas le cas sur les HLM, les HLM ont un régime tout à fait à part, et alors une autre partie probablement a financé les hausses des normes de construction, en ce sens que comme il y avait comme les ménages avaient la capacité de payer beaucoup plus, quand on augmente les normes de construction alors que la capacité des ménages est constante, il faut que les vendeurs de terrain baissent leur prix d'autant pour que les transactions continuent à se faire. Et ça, c'est pas facile à obtenir. Par contre, quand il y a un effet haussier général, ça veut dire simplement que la hausse du prix des terrains était un peu plus faible que ce qu'on aurait pu attendre.
Voilà. Donc je pense que quand on fera le bilan dans 30 ans, on se dira, tiens, on a payé pendant cette période-là une partie de la transition écologique, disons, si on considère que norme supplémentaire de la transition écologique, avec la baisse des taux. Et ça, c'est pas une aberration. En soi, c'est pas une aberration. C'est un investissement sur le long terme, on peut dire. Bon. Mais ça, c'est le prix de construction. Les prix de vente des logements anciens ne sont pas déterminés par les prix de construction, c'est indépendant. Bon. Les passoires thermiques, je n'ai rien à dire sur ce sujet, je n'ai pas étudié. Alors sur ce que vous qualifiez de manque de cap, je dirais que ces dernières années, peut-être on a pour l'interpréter, on a fait l'hypothèse que, au fond, la politique du logement pouvait se résumer à un sujet technique avec des boîtes à outils, et pourquoi pas. Mais la réalité d'aujourd'hui montre que cette boîte à outils ne permet pas de prévenir les crises et ne permet pas de les traiter. Donc ça remonte, ça redevient un sujet politique. On pouvait faire cette expérience historique de regarder comment ça se passe si on est uniquement dans le technique. Bon, je pense que la conclusion, c'est que non, on ne peut pas continuer dans cette direction-là. Mais donner un cap évident tout de suite, ça me paraît compliqué, puisqu'au fond, il y a une perte de savoir-faire dans l'élaboration de ce cap-là. C'est pas seulement une incantation, en fait, c'est un travail à produire. Moi, c'est ça, en fait, ma conviction profonde. Donc, forcément, ça met un petit peu de temps. Je crois aussi que la situation présente montre que la crise est valable pour la France, pas seulement pour certains territoires. Et donc, on a de fait une politique nationale, puisque là, on est confronté à une crise immobilière et du logement qui est générale. Donc, cela signifie en miroir que la politique du logement, elle doit se préparer à ce type d'événements qui sont quand même relativement récurrents sur un pas de temps assez long. Et moi, il me semble que le débat sur la structure du parc est important parce qu'on a beaucoup débattu il y a un peu plus de 20 ans avec la loi SRU sur la place qu'on devait donner au logement social. J'ai indiqué qu'on a quand même ce succès majeur d'avoir 5 millions de logements sociaux, c'est vraiment une chance. Mais c'est aussi un élément de la structure du parc qui est composé du locatif privé et de l'accession. Et je pense que maintenant on arrive, après un quart de siècle de la loi SRU, à un moment où il serait intéressant de regarder l'équilibrage de l'ensemble et pas seulement cibler sur le logement social, qui est un succès. Il faut peut-être continuer à le développer, mais avoir une vision beaucoup plus systémique. Je pense que ça peut apporter des choses. Et on ne sait pas trop le faire encore. Et sur les aides fiscales, on revient en fait sur les limites de la politique du logement. Et dans les années 90, on a bien identifié que la politique du logement aussi était mise en défaut avec la remise en scène de l'abbé Pierre, en fait. Après 54, il revient dans les années 90 parce qu'on retrouve une crise du logement. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème d'une partie de la population qui s'est précarisée et la conséquence est le problème du logement. Mais on ne peut pas le résoudre par la politique du logement puisque le problème est en amont. Moi, j'ai longtemps cru que la politique du logement avait des effets en cascade. Et au fond, si on résout la politique du logement, on résout le problème de l'échec scolaire, de tout un tas de choses en cascade par suite. Aujourd'hui, je pense plutôt à l'inverse, que la politique du logement agit dans un réseau de contraintes de la situation sociale qui lui échappe en très grande partie. Et donc, on a réussi à améliorer très considérablement, depuis les années 70, la qualité du parc de logement des Français. C'est quand même un résultat tout à fait significatif. On a globalement des beaux logements qui sont grands, on peut critiquer un petit peu, mais bon, on a eu tout ce travail d'amélioration qui était pensé à partir des années 70, où on s'est dit, on a résolu le déficit de construction, on va travailler sur l'amélioration de la qualité. Aujourd'hui, après une cinquantaine d'années, on a d'autres sujets qui sont la transition écologique, c'est le grand sujet d'avenir pour le logement, et on a ce problème de tenter de dépasser les limites de la politique du logement par le constat des difficultés sociales peut-être il y a un enjeu de retrouver, d'inventer de nouvelles marges de manœuvre qui n'étaient pas les sujets des dernières décennies, pour le dire de façon très intuitive comme ça. Merci. Peut-être juste encore 2 questions de ma part. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'accession à la propriété ?
Et puis, comment et dans quel délai pensez-vous qu'il pourrait y avoir de nouveau un marché de l'immobilier qui soit de nouveau, qui retrouve une certaine fluidité? Bon, sur le premier point, le pourcentage de propriétaires occupants est à peu près stabilisé à 58%. Oui, c'est ça. Pas à 62 comme le disent certaines comparaisons internationales en France. Par contre, pour certaines personnes, sur certaines classes d'âge, à 40 ans, peuvent dire que pour certaines classes d'âge, le taux de propriétaires occupants à 40 ans est 10% plus faible que ce qu'étaient ceux de leurs parents. C'est-à-dire que cette stabilisation est très différenciée selon le profil. Une fois de plus, je suis désolé, c'est encore les personnes âgées qui sont gagnantes. Mais là, il y a des classes d'âge moyen, force de l'âge, où le taux de propriétaires occupants a vraiment baissé. Et on peut comprendre que ces personnes aient un sentiment de déclassement d'ailleurs. Je me compare à mes parents, je vois que ils étaient propriétaires à cet âge-là, pas moi. Bon. Comment je vois l'avenir? J'ai l'impression que le taux moyen de 58 n'est pas aberrant. Parce qu'il faut tous les marchés, différents types de marchés. Donc je n'ai pas l'impression que ça vaille la peine de viser plus haut. Ensuite, quand vous demandez combien de temps faudra-t-il, on retombe sur une question de tout à l'heure. Commencez par faire une prévision de taux d'intérêt. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre prévision de taux d'intérêt, demandez-vous combien de temps il faudra pour que les prix baissent au niveau permis par les taux d'intérêt. Et on n'a pas beaucoup d'expérience antérieure. Il a fallu seulement 5 ans pour que les prix augmentent de 70%. Si on descend à la même vitesse, il faudrait 5 ans pour que les prix baissent de 30%. Je pense que si les taux d'intérêt ne baissent pas, on est parti pour plusieurs années de contraction des volumes. Voilà. Je n'en sais pas plus. Merci. Sur l'accession, peut-être on pourrait indiquer que quand on a imaginé la réforme de 77 ou dans cette époque un petit peu lointaine maintenant, l'idée que le logement était aussi un patrimoine financier et aussi quelque chose qu'on pouvait transmettre n'existait pas. On était dans une autre époque où ce qu'il fallait, c'est trouver des solutions pour que les gens soient correctement logés et améliorent leurs conditions de vie. Aujourd'hui, il me semble qu'est très installée dans la population une aspiration à la propriété qui n'est pas seulement technique pour obtenir un logement plus grand ou avec d'autres aménités qu'on n'a pas forcément dans un logement locatif, mais qui est aussi une visée financière, comme si cette France de propriétaires, c'était une France qui se voit comme un investisseur, avec cette figure de l'entrepreneur qui est très présente aujourd'hui en France. Et donc ça, c'est quelque chose de totalement nouveau par rapport au demi-siècle passé et dont on ne peut pas ne pas tenir compte. Qu'on soit pour ou contre. Voilà, je pense que c'est un élément très important. Un complément de revenu pour les retraités pauvres, c'est le logement qui fait la différence. Voilà, c'est qu'on a réussi à faire du logement non seulement le lieu d'habitation, et il est devenu un véritable actif à l'échelle de ménages qui ne visaient pas une épargne, une capitalisation. Il y a quelques dizaines d'années, ce n'était pas le projet de société qu'on avait. Aujourd'hui, je pense que c'est très incrusté dans notre projet de société. Donc ça, il faut le travailler, quoi. Voilà. Très bien. D'autres questions, mesdames? Juste revenir sur un seul point. Vous avez évoqué d'ailleurs à 2 reprises dans votre exposé en préambule le manque de savoir-faire pour penser, élaborer la future vision du logement, le logement de demain, d'aujourd'hui et de demain. Qu'entendez-vous par savoir-faire? Est-ce que c'est la capacité à mobiliser des données donc sur tous les sujets de données fiables, ou est-ce qu'il s'agit d'une organisation ou d'une volonté, tout simplement, qui n'est pas alimentée donc, par des ressources pour le faire? Merci. Alors, je ne pense pas que ce soit un problème de volonté, parce que j'ai dit qu'on avait un secteur qui est bien organisé, mobilisé. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de partis politiques qui sont des laboratoires d'idées. À l'époque, j'ai pris l'exemple de Jacques Chirac, le prêt à taux zéro. C'était tout un travail qui était fait en amont par Pierre-André Périssol, qui lui-même était acteur du logement, et élu. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas une concertation.
qui est une forme d'engagement politique. Et aujourd'hui, notre secteur, il a la force d'être très professionnalisé, mais on est dans une société aujourd'hui où la transposition de l'analyse de terrain en projet politique, eh bien c'est quelque chose, je suis désolée, mais qu'on ne sait plus trop faire ou qu'on a perdu de vue. Et pourtant, c'est passionnant et enthousiasmant. Et les laboratoires d'idées qu'on trouve aujourd'hui, en fait, produisent assez peu de choses sur la question du logement ou assez rapide. Et c'est quand même assez long à faire. Voilà. Oui, et puis on voit peut-être que ça s'est déplacé, que ce ne sont plus tellement les partis politiques qui, mais plutôt des think tanks, enfin qui prennent le relais. Après, cela vient aussi, oui, on a presque fini, monsieur. Cela vient aussi peut-être du fait que depuis malheureusement pas mal d'années, le logement n'est plus considéré comme une priorité. On le voit dans le cadre des différentes campagnes qui ont pu avoir lieu. Voilà, c'est jamais au cœur des principaux débats qui sont portés sur le devant de la scène politique, et je crois pouvoir dire tout parti politique confondu. C'est aussi ce vide dont je parlais là, mais qui est au fond une page blanche pour sauter un cap. Oui. On n'est pas obligé de s'inscrire dans une continuité ou une critique de ce qui s'est fait. Moi, je pense qu'on peut justement entrer dans le sujet assez directement. Donc, c'est pas une opportunité, mais en tout cas, c'est une occasion de regarder les choses. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour vos interventions et voilà, toutes ces idées que vous avez portées maintenant à notre réflexion. Et on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Merci.